Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée, Anne Devrez, présidente du Conseil national de la protection de l'enfance et responsable de l'enfance à Paris. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé « Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière ». Dans les Hauts-de-France, 15 femmes cadres suivent ce parcours. Et je vais laisser la parole à Yann Derlin pour présenter ce programme. Bonjour et merci Isabelle Bonnet-Muret. Je suis très heureux, mais surtout très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'ouverture de ce podcast. Il viendra enrichir une collection de podcasts de plus en plus conséquente au fil des sessions et en sera donc le numéro 7. Je voudrais juste dire quelques mots sur ce parcours de formation qui a été mis en place par l'IRAD Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture des Hauts-de-France à destination des femmes cadres de la fonction publique. En fait, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun d'entre eux. Au terme du parcours, cette interview permet aux stagiaires de rencontrer une personnalité féminine qui incarne un rôle modèle, source d'inspiration. Je tiens à remercier Madame Anne Devrez, présidente du Conseil national de la protection de l'enfance et responsable de l'enfance à la ville de Paris, d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet enregistrement, mais également les stagiaires de la promotion de France et la coordinatrice du parcours, Isabelle Bonnet-Muret, d'avoir préparé cet entretien. Merci. Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast. Anne Devrez, bonjour. Je suis Adeline Ruben, responsable de l'unité formation au sein de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Et donc, je travaille au siège de Lille. Valérie Fèvre, directrice des ressources régionales de l'État au secrétariat général pour les affaires régionales Hauts-de-France. Donc, vous êtes native du bassin minier du Pas-de-Calais. Vous êtes diplômée de Sciences Po en 1995 et exercez depuis près de 20 ans des fonctions de direction générale en protection de l'enfance et action sociale dans les services de l'État, dans les collectivités territoriales et dans le milieu associatif. À partir de 2014, au sein du cabinet de Laurence Rossignol, secrétaire d'État, puis ministre chargé de l'enfance, vous avez conduit des travaux de la réforme de la protection de l'enfance. Par la suite, vous avez intégré le réseau des écoles des services publics en prenant la tête de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, une des 4 écoles du ministère de la Justice. Fin 2019, vous avez choisi de revenir sur le terrain comme directrice générale adjointe enfance, famille, santé au département du Nord. Vous avez participé à la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église entre 2019 et 2022 et guidé les travaux du Conseil national de la protection de l'enfance, instance consultative placée auprès du Premier ministre, dont vous assurez la présidence depuis 2023. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'enfance à la ville de Paris. On l'a bien compris, la thématique de la protection de l'enfance vous est particulièrement chère. Votre positionnement se caractérise à la fois sur le terrain et dans la conception de cette politique publique. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Je vais démarrer par une première question. Madame Devrez, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? D'abord, probablement parce que j'ai une histoire avec le réseau des écoles de services publics, puisque vous l'avez dit à l'instant, j'ai moi-même dirigé une école de services publics. Et puis, j'ai eu envie de rencontrer des femmes engagées, investies dans des responsabilités de services publics. Sylvie Bordeaux-Murat, je travaille au AGCD 59, je suis chef de la mission qualité et performance. On va commencer par une présentation générale. Pouvez-vous nous décrire vos missions au quotidien et préciser ce qui vous anime ? Les fonctions que j'exerce aujourd'hui, leur premier intérêt et première caractéristique, c'est probablement qu'elles sont extrêmement diverses. Et on peut être tout à la fois projeté dans l'analyse d'une situation individuelle, le cas d'un enfant pour lequel un risque, parfois même un risque vital est posé, avec de gros enjeux pour cet enfant, sa famille. À un moment, on peut travailler autour d'une situation particulière et quelques heures plus tard, participer à la définition de la politique publique d'une collectivité, voire même de l'État français. Donc, vous voyez bien qu'on est à la fois un pied très directement dans la vie des gens,
avec la possibilité de rencontrer des métiers extrêmement différents, des métiers de première ligne, ces équipes de première ligne, les soignants, les travailleurs sociaux. Et en même temps, on travaille aux côtés d'un préfet, on rencontre un ministre. Et ça, c'est ce qui me plaît profondément. Ça, voilà, c'est vraiment ce qui me plaît. Et au fur et à mesure des années, cet intérêt-là pour cette diversité de missions, ces positions très diverses, c'est jamais démenti. Voilà. Je ne m'en suis jamais lassée, je n'ai jamais fait le tour et j'ai le sentiment d'apprendre encore tous les jours. Pouvez-vous nous préciser à quoi ressemble votre service ? Il me sera difficile de vous parler d'un service de l'aide sociale à l'enfance lambda pour une très bonne raison, c'est qu'un service de l'aide sociale à l'enfance ne ressemble pas à un autre service de l'aide sociale à l'enfance. Les points communs, par contre, qu'on soit en direction enfance-famille dans un petit département ou DGA d'un gros département, c'est qu'on travaille dans un contexte dans lequel les équipes de première ligne, que ce soit les soignants, les travailleurs sociaux, même les gestionnaires administratifs ou les cadres de proximité, sont très exposés à des situations de violence, de grande vulnérabilité. Les institutions, finalement, doivent s'organiser pour pouvoir conduire les missions et tenir compte de cette spécificité de l'exercice des missions dans une forme de clinique institutionnelle qui viserait, et c'est la responsabilité des dirigeants, à construire l'organisation du travail pour soutenir l'exercice de missions très très exposées. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment un point d'ancrage que j'ai choisi comme étant vraiment ma marque, mon engagement, c'est de servir les professionnels de première ligne dans l'exercice de mes responsabilités de dirigeante. On voit l'implication qui est nécessaire dans ces métiers et on se demande la source de votre envie de travailler dans ce domaine. Alors vous l'avez dit, moi j'ai fait Sciences Po, service public. Probablement y avait-il une évidence pour moi, fille d'agent du service public, à embrasser une carrière dans le secteur public, encore que ensuite, dans mon déroulement de carrière, j'ai passé du temps dans le privé et que ça ait permis aussi pour moi une vraie découverte autour des missions de service public exercées dans un cadre privé. Mais au départ, j'avais choisi cette dimension-là de la mise en œuvre du service public. Les solidarités, le développement social, l'action sociale, pourquoi ? Probablement, mais sans que les choses soient claires dans mon esprit quand j'étais toute jeune. Mais j'imagine l'influence, le poids des lieux dans lesquels j'ai grandi, des territoires que j'ai connus enfant. J'ai fait ma scolarité au lycée de Liévin, dans des zones dans lesquelles j'ai vite nourri une admiration profonde et beaucoup de considération pour des populations très exposées à toute forme d'adversité. Beaucoup de considération pour le courage, l'énergie, les solidarités qu'on rencontrait sur ces territoires. Je suis très attachée au territoire d'où je viens, les terres du Nord, qui ont été traversées par tant d'épreuves. J'ai une affection et un attachement profond aux populations de ces territoires. Et assez naturellement, je me suis posée, pendant ma scolarité à Sciences Po, un certain nombre de questions autour de ce que j'aimerais faire, sans forcément être toute jeune, très déterminée, sur un axe à choisir. Alors, sur une question de circonstance, c'est-à-dire un peu par hasard, comme souvent dans la vie, j'ai connu les missions de la protection judiciaire de la jeunesse et toute la question du soutien, de l'accompagnement aux enfants en conflit avec la loi. C'est quelque chose qui m'a passionnée, probablement aussi parce que j'avais rencontré dans mes années de lycée un certain nombre d'adolescents très vifs, pas très compliants, pas toujours soumis à l'autorité, et que j'avais finalement une sorte de fascination pour eux. Et là, choisir d'aller à la rencontre des professionnels du ministère de la Justice, c'est vraiment quelque chose qui m'a, à ce moment-là, emballée. Et rien n'était joué à ce moment-là, mais au fur et à mesure que le temps a passé, et quand j'ai appris à connaître les missions de protection de l'enfance, jamais une année n'a succédé à une autre sans que je trouve encore un intérêt supplémentaire dans les découvertes. Élise Coquel-Arras, je suis conseillère mobilité carrière régionale au sein du SGCD du Nord. Comment finalement vous avez vécu votre première expérience en tant que directrice d'établissement au sein de la PJJ ? Alors je dois vous dire que, en plus,
ceux qui nous écoutent ne nous voient pas, mais je suis plutôt petite, menue, et avant d'être vraiment plus âgée, je faisais très très jeune. Et donc, j'avais un peu la trouille, finalement, quand à 24 ans, je prends la direction d'un très gros service. J'étais un peu seule dans la direction de plusieurs services sur plusieurs lieux différents. Et alors, pour ne rien vous cacher, je m'étais mise en tête qu'il fallait absolument que j'évite. Je pense que ça ne pouvait pas arriver, mais n'empêche que je me suis posé ces questions-là. Je m'étais dit, si un jour les forces de l'ordre arrivent au foyer, il faut surtout pas qu'ils puissent me prendre pour un adolescent hébergé. Ça n'est jamais arrivé. Mais je dois vous dire que je me suis posé cette question plusieurs fois dans mes 2 premières années de prise de fonction. Pour vous dire quand même à quel point j'avais conscience de ne pas cadrer tout à fait avec le profil du poste. Et je me suis posé la question de savoir ce que moi je pouvais apporter à cette institution. Donc, très vite, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles je pouvais, moi, amener ma patte, être en soutien, être sécurisante, améliorer un certain nombre de fonctionnements. Et j'ai aussi très vite compris que je ne pouvais pas seulement être là dans l'organisation, mais qu'il allait falloir que je mette un pied dans la clinique, que je comprenne précisément ce dont avaient besoin ces enfants qui passaient par les institutions qui les accueillaient. Anne Furon, je suis responsable de la communication à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Est-ce que vous vous êtes sentie tout de suite légitime lors de votre nomination comme chef d'établissement ? Non, pas tout de suite. Je me suis pas forcément sentie légitime à ce moment-là et je vous ai dit d'ailleurs que probablement c'était une chance. Et je le confirme aujourd'hui après près de 30 ans d'engagement professionnel parce que s'il y a une chose dont je suis certaine aujourd'hui, c'est que la légitimité, ça se construit. Il faut véritablement, à mon avis, être capable d'abord d'avoir une vision et d'embarquer avec soi toute une équipe. Et quand je parle de toute une équipe, vous avez compris que ça peut être des milliers de personnes. Donc il faut avoir cette capacité à embarquer avec soi, ce leadership d'une certaine manière, mais pas fondé sur sa personnalité, mais sur un projet et une vision. Et puis, cette attention portée aux uns et aux autres qui font que, à la fois, on adapte les attentes qu'on a vis-à-vis des uns et des autres, mais aussi, on est capable d'une exigence qui finalement est positive pour chacun. Anne Bonin, responsable administrative au pôle immobilier de l'État à la préfecture de la Somme. Que retenez-vous de votre expérience au sein du cabinet ministériel de Madame Rossignol ? Alors d'abord, je voudrais dire que c'était une expérience passionnante pour moi, extrêmement stimulante. C'est vraiment une période de ma carrière que j'ai adorée. Mais alors, dans tout ce parcours, le temps passé en cabinet, ça a été une parenthèse très, très utile, très intéressante. Je commencerai par une anecdote en vous disant que dans cet environnement où on travaille énormément, nuit, jour, j'ai commencé par dire mon soulagement parce que j'étais directrice générale d'association juste avant. J'avais eu beaucoup de fonctions très lourdes en termes managériels. Et donc, pour moi, c'était une sorte de répit, le cabinet. Je m'occupais de moi, je conseillais, je devais conseiller un ministre. Alors, ils étaient tous sidérés parce qu'on a plutôt tendance à considérer qu'en cabinet, on a beaucoup, beaucoup de pression. Moi, j'étais sûre qu'il n'y aurait pas un enfant sous ma responsabilité qui allait mourir pendant le week-end et que je n'aurais pas un professionnel à qui il allait arriver malheur ou être agressé. Et je peux vous dire que ça a été génial de pouvoir profiter y compris intellectuellement, de cette période très très intense pendant 18 mois. J'ai su plus tard que c'était une vraie chance finalement de pouvoir être conseiller de ministre et d'arriver au moment du dépôt d'une proposition de loi qui devient un projet de loi et 2 ans plus tard ou presque partir alors même que les décrets sont lancés. Donc de faire tout le process, c'est vraiment une expérience passionnante. L'autre intérêt, évidemment, d'une expérience comme celle-là, c'est la construction de réseaux professionnels, parce qu'on rencontre évidemment beaucoup d'acteurs.
Caroline Tin, donc je travaille à l'Adréal, je suis adjointe au chef de l'unité départementale de l'Adréal à Gravelines sur le littoral et j'exerce des missions de police de l'environnement industriel. On a quand même dans l'idée que les domaines de l'enfance et de la jeunesse sont plutôt confiés traditionnellement à des femmes. Alors, qu'en pensez-vous et est-ce que vous avez des hommes dans votre équipe ? Alors, vous avez raison. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes, plus depuis que je travaille en collectivité et dans le champ vraiment social, parce que dans le monde judiciaire, c'est beaucoup moins marqué. Et j'ai fait partie de la 2e promotion de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, ouverte à l'externe, c'est-à-dire au concours, ce qui change fondamentalement le profil des élèves ensuite en formation de directeur. Ceci étant dit, les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin et de l'accompagnement. Ça a été le signe ou la cause, je ne sais pas, d'une vraie perte de valorisation de ces métiers. Autrement dit, les métiers les plus féminisés sont probablement les métiers les moins valorisés, et c'est le cas des métiers du travail social. Je pense que c'est pas une fatalité. Il y a tout un mouvement actuellement à l'œuvre de questionnement pour la revalorisation des métiers du soin et de l'accompagnement. On se souviendra que le siècle dernier, les fonctions d'instituteurs étaient quand même des fonctions qui étaient très masculines. Alors, elles étaient aussi bien mieux valorisées dans la société. Pour votre information, dans les années 70, je crois, un éducateur était payé 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, un éducateur dans le secteur associatif, il commence sa carrière à moins de 1 500 €. Vous voyez quand même en si peu de temps la dégradation relative salariale de ces métiers. Voilà, donc ça, plus les représentations de les femmes s'occupent des enfants et tout le reste fait que vous avez raison, je travaille plutôt dans un environnement féminin, à la réserve près que j'ai gravi un certain nombre d'échelons et que je fais plutôt partie des cadres dirigeants maintenant, donc je ne sais pas si ça vous rassurera, mais là tout d'un coup on retrouve les hommes. Donc pendant ce parcours, nous nous sommes posé la question de la notion d'ambition et donc de notre propre définition de l'ambition. Et donc aujourd'hui, on aimerait savoir ce que vous pensez et comment vous voyez l'ambition. Quelle est votre définition de l'ambition ? L'ambition, pendant toute la première partie de ma carrière, ça a été d'être à la hauteur des responsabilités qui m'étaient confiées. Avec un sentiment de plénitude et d'épanouissement quand j'avais le sentiment d'être à la hauteur. Depuis quelques années, et c'est très réjouissant, j'ai franchi un cap et une marche, et donc j'ai le souci, et on pourrait dire l'ambition de transmettre. Et récemment, certains m'ont dit que ce qu'ils appréciaient chez moi, c'était ma capacité à faire grandir les gens avec lesquels je travaillais. J'ai rarement reçu un compliment qui m'a touchée à ce point. J'ai des liens forts avec les professionnels avec lesquels je travaille, avec les gens de mes équipes proches. Ils comptent pour moi, autant que je crois, je compte pour eux. Et ça ne me pose aucun problème de le dire dans ces termes. On parle beaucoup de bonne distance professionnelle, a fortiori dans les métiers du soin, de l'humain. Moi, je pense qu'il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Faustine Huillard, je suis inspecteur de la radioprotection à la division de Lille de l'autorité de sûreté nucléaire. Vous avez indiqué votre attachement pour la région. Je voulais savoir si cet ancrage territorial a été un frein ou un atout dans votre carrière professionnelle. Ça aurait pu être un frein parce que je n'imagine pas, moi, investir des postes aussi lourds et de trouver l'énergie de mener les missions qui m'ont été confiées si je suis séparée de ma famille. Mais par chance, j'habitais, comme vous l'avez dit, dans le Nord.
Et le Nord, c'est quand même près de beaucoup de choses. Deuxième point, le Nord, c'est un territoire avec une très forte concentration de types de services. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Madeleine Poinceau, directrice du budget et du pilotage au Crous de Lille. Quel environnement a été le plus porteur pour mettre en œuvre les politiques liées à la protection de l'enfance ? Après, je crois que ça faisait 15 ans de fonction publique. Quand je suis arrivée en association, il s'est passé un truc incroyable. Quand je prenais une décision, elle se mettait en œuvre immédiatement. Mais ça m'a sidérée, ça m'a même fait très très peur. Parce que moi, j'avais des années de fonction publique derrière moi. Vous savez, quand on envoie un parapheur, qu'il fait 10 services, que finalement, quand il revient avec 15 signatures, bon, c'est plus forcément le bon moment. Là, il s'est passé un truc incroyable, c'était même trop rapide. Mais ça m'a vraiment donné la possibilité de mesurer le fait que j'étais capable de prendre très vite des décisions qui avaient un impact fort et de les tenir et de les assumer ensuite. Léa Lamy, responsable de la structure régionale d'appui des services Action sociale et santé et sécurité au ministère des Finances. Pourriez-vous partager avec nous aujourd'hui une réussite, mais aussi un échec dans votre carrière professionnelle ? Une réussite, c'est d'avoir supporté dans les institutions qui étaient quand même pas très familières à ces sujets, la nécessité de s'appuyer davantage et sur des appuis scientifiques et sur des savoirs d'expérience. Donc c'est toute la question de la promotion et de la valorisation des savoirs expérientiels que j'ai beaucoup porté. Quant à l'échec, je pense que les situations d'échec les plus lourdes que j'ai vécues et que je vis encore, c'est mon sentiment d'impuissance quand justement les fonctions support et en particulier de ressources humaines ou ne répondent pas aux besoins des professionnels que je soutiens. C'est un constat en fait que je fais qui est lié à un principe fort pour moi, c'est qu'il n'y a aucun emploi qui justifie qu'on y laisse sa santé. Comment voyez-vous la suite de votre carrière ? J'avoue que je ne me pose pas vraiment la question. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que j'aime aujourd'hui recruter, constituer des collectifs de travail et partager mon expérience et que j'espère que dans les années qui viennent, j'aurai l'occasion de travailler avec de jeunes professionnels et que j'espère pouvoir leur transmettre autant que les gens que j'ai rencontrés quand moi j'étais beaucoup plus jeune et qui ont été décisifs dans la suite de mon parcours. Pour terminer, il me semble que vous trouvez toujours le positif dans chaque chose, que chaque expérience vous a apporté quelque chose et que ce soit des atouts ou des difficultés, ça vous a permis de grandir, d'évoluer et de faire changer vos pratiques. Merci beaucoup Sylvie. Pour terminer, je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie en particulier l'IRA de Lille et la PFRH Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Anne Boisdin, Sylvie Bordeaux-Murat, Élise Coquel-Arras, Valérie Fèvre, Anne Furon, Léa Lamy, Faustine Mullard, Madeleine Poinceau, Adeline Rubin, Caroline Tin, ainsi que Virginie Bettencourt, Céline Doué, Padsdika, Marie-Agnès Goris, Marie-Axel Maresco, Charline Scriven-Fontaine, Héloïse Muscat et Émilie Renoir. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance. Merci à tous et à toutes.